passe à présent à notre focus de ce dimanche soir, direction Abuja. Le Nigeria fait face à une nouvelle poussée de tensions après les menaces de Donald Trump début novembre, accusant le pays de laisser commettre un génocide contre les chrétiens et les enlèvements qui se multiplient. En réponse, le pouvoir nigérien a annoncé une lancée d'une task force nationale au début décembre. Mais les défis sont immenses: djihadisme, banditisme, conflits agro-pastoraux. Vincent Fouchier, merci de nous retrouver. Vous êtes chercheur au CNRS pour faire le point sur l'évolution de la situation et les enjeux. Merci d'être avec nous. Depuis les menaces très fortes lancées par Donald Trump début novembre, comment analysez-vous la réaction des autorités nigérianes? Ont-elles su désamorcer les tensions, avec notamment cette task force dont je parlais début décembre? Est-ce que pour vous, c'est un tournant ou une réponse cosmétique à la pression de Donald Trump? Alors, les autorités nigérianes ont réagi en fait assez vite, en ouvrant au fond la possibilité de discussion sur le sujet. Au fond, ils ont dit assez habilement nous apprécions l'intérêt que manifeste le président Trump pour la situation au Nigeria, mais il se trompe. Ils se trompent d'analyse et ensemble, on peut en discuter. Et de fait, il y a eu une mission de très haut niveau nigériane qui est allée à Washington. Il y a en ce moment une mission de représentants américains à Abuja. Donc les échanges sont en train de se faire. On voit aussi apparemment des vols d'avions de renseignements américains sur le Nigeria, donc qui semblent laisser penser qu'il y a une forme une volonté de coordonner des réponses, en fait, entre le Nigeria et les États-Unis. Donc, on est très loin de la volonté, des mots, le mot d'invasion qui avait été prononcé par Donald Trump au début. Mmh. Au-delà des mots de Donald Trump, Vincent Fouché, est-ce qu'on peut dire que les chrétiens sont victimes de persécutions au Nigeria? Alors, dans le nord-est du pays, les mouvements djihadistes ciblent les chrétiens en tant que chrétiens. Ils publient des vidéos, d'ailleurs, mettant en avant leurs exploits. Et dans le reste du pays, en vérité, il y a des violences. Il y a des violences où des chrétiens sont tués, mais en fait, ils ne sont pas tués en tant que chrétiens. Généralement, il s'agit de conflits agro-pastoraux, souvent, et qui d'ailleurs parfois peuvent opposer des pasteurs musulmans à des agriculteurs musulmans. Mais il arrive effectivement que ça oppose des pasteurs musulmans à des agriculteurs chrétiens, et ces conflits peuvent être meurtriers, et ces conflits peuvent tuer dans les deux sens. On a aussi des pasteurs qui sont tués. Donc la situation, elle est beaucoup plus compliquée que ce que la diaspora nigériane chrétienne essaye de communiquer. Beaucoup plus complexe, comme vous le dites. On parle des enlèvements. On voit aussi que le Nigeria, le gouvernement vient de diffuser justement cette dépêche qui explique que la centaine d'enfants enlevés ont été récupérés par les forces de sécurité. Dites-nous plus largement comment s'imbriquent aujourd'hui les différentes crises, ce djihadisme au nord, ce banditisme et même le séparatisme. Comment ces différentes crises s'imbriquent? Alors, on a un ancien foyer djihadiste dans le nord-est du pays, qu'on appelle généralement Boko Haram, mais en fait, il s'agit de deux mouvements différents et d'ailleurs opposés, qui s'affrontent violemment. Un mouvement lié à l'État islamique et puis le mouvement historique héritier de Abou Bakr Shekau. Et ça, c'est vraiment le nord-est du pays et notamment surtout l'État du Borno dans le coin extrême nord-est du pays. Et par ailleurs, dans toute une grande partie du nord et surtout dans le nord-ouest, on a un banditisme rural extrêmement important. On a aussi toute une grille comme ça de conflits agro-pastoraux. Et au fond, ces deux systèmes fonctionnaient assez différemment et les imbrications sont en train de se renforcer un peu puisqu'on a des groupes djihadistes qui s'implantent maintenant dans le nord-ouest. On a un groupe qui s'appelle le groupe de Sadikou qui est lié au groupe de Shekau, enfin de feu Shekau. Et c'est d'ailleurs ce groupe qui est responsable de l'enlèvement des jeunes filles de l'école chrétienne de Sainte-Marie, au Niger State, là, dont une partie vient d'être libérée. Et puis, on a d'autres groupes comme ça. On a des relations assez compliquées entre les bandits et les djihadistes, parfois de collaboration, parfois de compétition. Parfois même, certains chefs bandits se convertissent et rallient certains groupes djihadistes. Mais tout ça est une scène extrêmement complexe et il ne faut pas tout écraser sous l'idée d'une violence entre chrétiens et musulmans. Et c'est ça que vous appelez cette fameuse guerre qui se transforme. Est-ce qu'on peut dire que les groupes armés sont en quelque sorte en train de se professionnaliser?
Alors, au nord-est, en tout cas, ce qu'on observe, notamment du côté de la faction qui est liée à l'État islamique, on observe ces dernières années une véritable montée en gamme, hein. Alors, on la voit au plan militaire, hein. Par exemple, l'usage de drones chargés d'explosifs, l'usage de moyens de vision nocturne pour le combat nocturne. Mais en fait, peut-être que le plus important, c'est une vraie bureaucratisation, hein, un monde de papier, au fond, pour rendre un djihad plus gouverné, plus efficace, bureaucratisé, très rationalisé, si l'on veut, qui est beaucoup plus efficace en vérité. Et alors, l'armée nigériane semble dépassée sur plusieurs fronts. Que révèle cette situation de l'état de l'appareil sécuritaire du pays? Alors effectivement, l'armée nigériane a fort à faire, hein. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et il y a des conflits dans beaucoup d'endroits différents, hein, d'ailleurs y compris dans le sud-est aussi, on n'en a pas parlé, hein. Et donc tout ça, ça met une pression importante sur l'armée qui s'occupe pas du tout des affaires internationales, qui s'occupe vraiment, qui est une force de police intérieure, hein. Et effectivement, l'armée a fort à faire. Sans doute qu'elle est sous-taillée pour la quantité des problèmes, mais de quantité de problèmes, mais par ailleurs, elle est aussi, enfin, les forces de défense il y a des problèmes d'emploi en vérité. Notamment récemment, hein, le président Tinubu vient d'exiger que tous les policiers qui étaient employés dans des missions d'escorte de VIPs, parfois d'ailleurs de personnalités privées qui se payaient des escortes de police, il vient d'ordonner que tous ces policiers soient réaffectés à des missions de sécurité intérieure. Oui, alors Vincent Fouché, quel est l'impact finalement sur les populations? Alors l'impact, il est très très considérable. Une des mesures qu'on peut avoir, hein, c'est les déplacements de population. Il y a des millions de déplacés dans le nord du pays, et pas seulement dans le nord-est, vraiment dans tout le pays maintenant. Et puis on a des situations alimentaires extrêmement préoccupantes. L'année prochaine, on a des prévisions du système humanitaire international estiment qu'il y aura 35 millions de personnes en situation de crise alimentaire sévère. C'est le chiffre le plus haut, hein, jamais atteint au Nigeria, notamment parce que les attaques des bandits, et quand on parle de bandits, c'est pas trois bonhommes avec un fusil, on peut parler de groupes de centaines d'hommes avec des armes automatiques, hein. Les attaques de bandits, en fait, suscitent des déplacements de population. Les bandits vont organiser des blocus dans les villages pour exiger des taxes, si on veut, ou pour racketter les villageois en les privant d'accès aux champs s'ils ne payent pas. Enfin voilà, tout ça, ça déstructure complètement la production alimentaire dans le nord-est du pays, dans tout le nord du pays. Par ailleurs, évidemment, le retrait de l'aide américaine, hein, qui était important dans le domaine alimentaire, n'aide pas du tout la situation. Merci beaucoup Vincent Fouché pour ce décryptage dans ce focus du JTA. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Cotonou à Enedi en passant par Maïdougouri. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.